voici notre réunion de rentrée, si je puis dire, donc l'invité du jeudi. Nous avons aujourd'hui, à travers, comme vous le savez, cette initiative partagée entre la FAS et le Bretagne, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Lem pour un titre intrigant, Dans la peau d'un arbre. Alors, Catherine Lem est enseignante-chercheuse en biologie végétale. Son titre, effectivement, je l'ai dit, nous fait évoquer, comme vous l'avez sans doute vu à travers l'invitation, toute une série d'évocations, y compris celle de se glisser dans la peau d'un arbre. Donc, nous allons essayer de le faire. En tout cas, je la remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je rappellerai que, outre sa profession, c'est aussi une auteure qui a écrit un premier livre, La peau d'une plante, publié chez Belin en 2014, et une autre, Dans la peau d'un arbre, cette fois-ci, et c'est le sujet d'aujourd'hui, Secrets et mystères des géants qui nous entourent, là encore publié chez Belin cette année. Donc Catherine, c'est à vous, vous connaissez la règle du jeu, un exposé d'abord, et puis ensuite, si vous le voulez bien, vous prêtez aux questions de nos spectateurs et auditeurs. Mer Merci, vous avez donc le lien pour passer les diapos. D'accord, merci monsieur Debré. Eh bien écoutez, je suis ravie de partager ce moment avec vous à distance, mais ça permet également de visiter la Bretagne, mais à distance. Et donc, je vais vous partager, donc vous me dites si vous voyez bien l'écran ici de mon diaporama, Dans la peau d'un arbre. C'est Est-ce que parfait. Oui, c'est C'est parfait. parfait. d'accord. Et au niveau du son, tout va bien? Ça coupe pas? Parce que, monsieur Debré, ça coupait de temps en temps quand je vous écoutais. Ah, je suis désolé, Non, c'est mais pas là, grave? donc, pour moi, c'est parfait. C'est peut-être la bande passante de mon côté. D'accord. Non, chez Bon, nous, c'est très Si fluide, vous me merci. le permettez, peut-être Aurélie, je voudrais remercier surtout également Laurent Buchon, Aurélie Hérault et Jean-François Pommier qui sont avec nous aujourd'hui et grâce à qui cet événement a lieu, si je puis dire. Voilà, merci encore et je vous donne la parole. merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous avez parlé de moi, vous m'avez présenté. Je vais juste rajouter un petit mot, pour, expliquer dans quel laboratoire je travaille et donc pourquoi je vais vous parler d'arbres. Je travaille dans un laboratoire de Clermont-Ferrand qui s'appelle le PIAF, P-I-A-F. Il y a le logo ici du labo sur la première diapo. Ce laboratoire donc, ça veut dire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Alors c'est un terme compliqué qui veut dire en gros qu'on dans ce laboratoire, on étudie les capacités des arbres à percevoir tous les facteurs de leur environnement, les facteurs physiques comme la lumière, le vent, la sécheresse, le froid, et cetera, et les facteurs vivants également, c'est-à-dire la présence de pathogènes, par exemple. Et cette perception, engendre chez eux une, réponse. Donc ce sont des êtres sensibles au terme biologique du terme, au sens biologique du terme, pardon. Et donc, voilà, ce laboratoire, étudie ces réponses des arbres à ces facteurs de l'environnement. Alors, dans le livre que vous avez cité, le livre éponyme de cette conférence «Dans la peau d'un arbre», j'explique très longuement ce qu'est, la sensibilité, végétale et en quoi les arbres sont des hypersensibles, si j'ose dire. Donc ici, évidemment, j'ai dû faire des choix, l'exposé n'est pas très long également, donc j'ai essayé d'axer la conférence sur, comment faire pour se glisser dans la peau d'un arbre. Et se glisser dans la peau d'un arbre, je pense que c'est d'abord, se mettre à sa place et donc endosser ses problèmes. Et quels sont les problèmes d'un arbre? Donc, c'est un petit peu la présentation de la conférence que j'ai voulu un peu amusante, hein, pour attirer. Voilà, je vous ai dit, dans cette présentation, eh bien, être un arbre, si vous vous mettez à sa place, c'est d'abord vivre tout nu, puisque lui-même n'a pas d'habit, tout seul, dans un pré, par exemple, les pieds fixés dans le sol. Alors vous avez cette représentation d'une statue de Rodin ici dans la végétation et je trouve elle est bien parlante pour, imaginer quelle pourrait être notre vie à la place de cet arbre, hein, les pieds fixés dans le sol. Alors les pieds fixés dans le sol, ça veut dire, ben, dans le froid, la pluie, la neige, le soleil, la sécheresse, le vent et cetera. Et puis comme on est fixé, les pieds fixés dans le sol, eh bien on ne peut pas se déplacer, un arbre ne se déplace pas.
en tant qu'individu et donc bah, vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller faire vos courses, donc pour, aller acheter de quoi manger. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller boire au robinet. Vous êtes à la merci de tous les grignoteurs, qui passent dans le voisinage. Vous en plus, il y a un point très particulier à l'arbre, si vous vous mettez dans sa peau, eh bien vous grandissez sans arrêt. Alors, j'aurais pu en rajouter, hein, étant donné que la contrainte majeure de l'arbre, c'est de vivre les pieds fixés dans le sol comme toutes les plantes et donc de ne pas pouvoir se déplacer, mais cet arbre non plus ne se déplace pas pour rencontrer son partenaire sexuel, il ne se déplace pas pour voyager et pourtant il est capable de couvrir les continents et cetera. Donc, vous voyez tous ces problèmes qui bien sûr ont tous leurs solutions et je vais vous en présenter quelques-unes et je ne pourrai évidemment pas aborder tous les points. Donc j'ai fait le choix d'abord de vous montrer ce que c'est de vivre tout nu dans le froid, la pluie, la neige et cetera. Et pour cela, eh bien, je vous présente, ce chêne, qui, a pas loin de 250 ans, qui est là, photographié en plein hiver, mais c'est pour vous montrer combien il semble démuni dans le froid et la neige. Et donc, on peut se demander, bah, déjà comment il parvient à traverser ces intempéries, ce froid. Et donc pour cela, eh bien, on va s'intéresser à sa peau. Puisqu'on se glisse dans la peau de cet arbre a-t-il une peau pour se couvrir? Donc vous savez tous qu'effectivement les arbres sont recouverts d'une écorce. On voit ici un petit tronc de genêt qu'on a coupé et qu'on a laissé sécher et vous voyez que se détache du bois intérieur cette pellicule qu'on appelle l'écorce, hein, que tout le monde est capable de reconnaître. Ce que vous savez peut-être moins, c'est de quoi est faite cette écorce. Alors ici, je vous propose, la coupe d'un tronc de chêne avec ses différents tissus. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que l'intérieur de ce tronc est rempli de bois. Il y a d'ailleurs 2 types de bois. Le bois le plus périphérique, je suis au bord du tronc ici, le bois périphérique est le bois le plus jeune, c'est le bois fonctionnel de l'arbre et il s'appelle l'aubier. Et puis vous avez un bois plus intérieur qui est un bois complètement mort, plus âgé, qu'on appelle le duramen ou bois de cœur. Donc tout ça, c'est le bois et ça représente, 90 de la masse de cet arbre. Et puis il y a sur ce bois une pellicule ici, c'est l'écorce, hein, séparée par ce trait rouge qui est en fait l'emplacement du tissu juvénile qui fabrique le bois d'un côté et qui fabrique de l'autre côté le libère. Le libère, c'est une pellicule vivante qui est la base de l'écorce, en fait. Quand l'écorce se détache du bois, la base, l'écorce interne, c'est le libère et dans ce libère circule la sève sucrée de l'arbre. Par contre, la sève, l'eau de l'arbre qui circule des racines jusqu'aux feuilles passe par les tuyaux de l'aubier. Donc je reviens à l'écorce, l'écorce interne, c'est le libère et l'écorce externe, c'est le liège. Et c'est sur ce liège que je voudrais qu'on s'arrête, un petit peu parce que c'est lui finalement qui protège l'arbre. C'est lui, sa véritable peau, qui va lui permettre de résister au froid, mais également au chaud, aux coups de soleil, à la déshydratation et cetera. Donc ce liège, il est fabriqué par une autre, zone de cellules juvéniles qui est située juste à sa base, que je vous présenterai tout à l'heure. Et voilà, et donc l'ensemble Libère et Liège, vous l'aurez compris, c'est l'écorce. En gros, au passage, vous noterez que pour faire un arbre qui peut atteindre, comme le chêne que je vous ai montré, une trentaine de mètres de haut, mais qui peut aussi atteindre pour les plus grands de la planète, plus de 100 mètres de haut, peser plusieurs dizaines de tonnes pour les parties aériennes, eh bien, seulement 3 tissus sont nécessaires pour faire un arbre: le bois, le libère et le liège. Pour faire un homme, vous qui m'écoutez, il en faut, 100 fois plus. Donc, 2 stratégies de vie différentes, une vie très parcimonieuse pour l'arbre, très économique avec 3 tissus, toutes les fonctions sont remplies. Pour un homme, il en faut beaucoup plus. Alors si je reviens à ce liège, vous voyez ici ce tronc chimère que j'ai construit à partir de 4 quarts de troncs différents, le chêne pédonculé, le mûrier, le chêne liège et le Douglas. Et pour le construire, ce tronc, j'ai fait juste coïncider ici les cambiums, c'est-à-dire la zone de cellules juvéniles qui fabriquent le bois vers l'intérieur et le libère vers l'extérieur. Et les flèches rouges,
vous cible plus ou moins, parce qu'il faudrait grossir un peu, les écorces, c'est-à-dire à la fois le libère et le liège. Alors pour le chêne-liège, c'est facile parce que ce chêne-liège produit énormément de liège, hein, l'épaisseur de tissu liège est spectaculaire, c'est lui qui en produit le plus. Maintenant, si je me penche, sur le tissu liège, de quoi est fait ce liège? Pourquoi est-ce que c'est une bonne peau, si j'ose dire, pour protéger cet arbre? Alors ici, vous avez une coupe transversale d'une jeune branche d'érable et je devine ici la zone, jaunâtre à la périphérie, c'est lui le liège. Si je grossis ce liège, le voilà ici, en photo, vous voyez la flèche jaune qui vous indique les piles de cellules tout à fait, alignées de ce liège et c'est le début, hein, ici, de la mise en place du liège dans une branche. Et si je grossis ces fils de cellules, voilà à quoi ressemblent les cellules du liège. Ce sont des espèces de cubes, aux parois relativement fines. Alors la paroi, c'est le mur cellulosique de la cellule végétale et cette paroi, elle est fine et elle est surtout imprégnée d'une substance étanche, imperméable, qui s'appelle la subérine. La subérine, c'est un matériau, apparenté aux lipides, donc aux gras si vous voulez, hein, d'où le côté hydrophobe, c'est-à-dire une barrière parfaitement étanche. C'est tellement étanche que la cellule qui fabrique cette subérine et qui la plaque sur ses murs, au bout d'un certain moment, meurt. Et donc, à l'intérieur de ce mur imprégné de subérine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cellules et il n'y a plus que de l'air. Toutes les cellules du liège sont donc des cellules mortes, remplies d'air et dont les parois sont imprégnées de subérine. Voilà ici une photo de microscopie électronique à balayage qui vous montre encore une fois du liège. Vous voyez bien le côté en relief de cette microscopie qui vous montre donc toutes ces petites cases bien alignées les unes sur les autres qui constituent ce tissu de liège. Et on devine aussi le côté vide de ce liège, c'est-à-dire le côté plein d'air en fait. Alors, un petit détour juste, par l'histoire pour, vous montrer que le liège a été le premier tissu à être observé au microscope au XVIIe siècle. C'est Robert Hooke, un savant anglais, qui, bricole ce premier microscope avec, à l'aide de 2 lentilles, hein, qu'il place l'une sur l'autre, un oculaire, un objectif, tout un système ici pour concentrer la lumière sur l'échantillon qu'il observait et il observe des copeaux de liège sous son microscope et il les dessine. Voilà, c'est un extrait de son cahier d'expérience. Là, c'est une vue du liège apical, c'est comme si on regardait l'écorce par le dessus. Et puis là, il a dessiné une coupe transversale de liège. Et ma foi, ben, je trouve qu'il dessine plutôt pas mal, ce Robert, parce que vous voyez les fils de cellules qu'il a dessinés, bien alignés, parfaitement alignés, ben, ce sont tout à fait les fils de cellules que nous observons dans la réalité avec nos microscopes perfectionnés. Et c'est lui le premier, en observant ces cellules, qui invente le mot cellule, cell en anglais, cellule, parce qu'il trouve que ces petites cases qu'il observe ressemblent étrangement aux cellules des moines, les chambres des moines dans les monastères. Et donc c'est lui le premier qui appelle cette brique de base du vivant, qu'on va retrouver ensuite partout, hein, chez tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules et disons que c'est un tissu végétal, c'est le liège qui sert à cette première observation. Alors ici, vous avez une coupe d'écorce de Douglas, de sapin de Douglas. En dessous, c'est le bois ici. Le libère est juste au-dessus du bois. Et vous voyez cette écorce du Douglas, lorsqu'elle vieillit, hein, parce que là, je vous ai montré des écorces de jeunes branches qui commencent à se mettre en place. Et vous voyez que, par exemple, chez le Douglas, le liège se met en place en lentilles successives. Donc les lentilles les plus âgées sont vers la périphérie du tronc et les lentilles les plus récentes naissent ici à la base de l'écorce externe, à la base de ce liège. Et petit à petit, au fur et à mesure que les lentilles apparaissent ici à la base, eh bien, à l'extrémité, là, du côté de l'air, le liège se desquame, le liège se craquelle et le liège tombe. Et donc, en fait, l'arbre renouvelle sa peau en permanence, d'autant plus que son tronc en dessous ou sa branche, chaque année, rajoute un cerne de bois ici, juste sous le cambium et donc la périphérie, la circonférence de la branche et du tronc augmente chaque année et donc cette augmentation de circonférence fait que la peau, si ça ne changeait pas, si ça ne grandissait pas, ça craquerait au bout d'un moment.
Et ce liège, c'est une protection de luxe. Alors pourquoi? Parce que c'est un matériau parfaitement hydrophobe. Je répète, hydrophobe, c'est étanche. Ça veut dire que l'eau ne traverse pas ce matériau. L'eau interne, donc ça protège de la déshydratation d'abord, mais également l'eau externe. Ça s'est rendu possible parce que la subérine, cette molécule qui est déposée dans les parois des cellules, est une molécule imperméable. Enfin, une molécule, pardon, qui va rendre la paroi imperméable. D'autre part, c'est un isolant thermique. Un isolant thermique parce que les cellules qui le constituent sont toutes emplies d'air. Et donc, en fait, l'isolant en question, là, c'est l'air lui-même, hein, qui est maintenu dans ces cellules. C'est aussi un matériau qui est antiparasite, excusez-moi, il y a un S de trop, et qui va freiner l'entrée des pathogènes. Pourquoi? Parce que la subérine et puis les autres substances, hein, j'ai pas parlé de tout, mais il y a aussi de la lignine dans ces parois. Ces substances sont des substances phénoliques et le métabolisme phénolique est un grand pourvoyeur de substances antiseptiques, antiparasitaires. Et puis, c'est aussi je le remets entre les 2 parce que c'est grâce à ces substances phénoliques qu'on a aussi, une protection contre les rayonnements du soleil, en particulier contre les UV et donc, en gros, le liège, c'est aussi, entre guillemets, «la crème solaire» anti-coup de soleil de l'arbre. C'est enfin une protection mécanique, le liège, pour l'arbre, contre les chocs, hein, entre les branches, lorsque le vent agite les branches du houppier. Pourquoi? Parce que la subérine qui imprègne ces parois ne rigidifie pas ces parois cellulaires et donc ces parois restent souples. Effectivement, hein, dans le liège, on peut enfoncer l'ongle assez facilement, dans un bouchon de liège, par exemple. Donc c'est un matériau qui est compressible et ça permet d'encaisser les chocs. C'est aussi un pansement modulable. Alors pourquoi modulable? Parce qu'il est en fait fabriqué en permanence grâce aux cellules souches qui sont à sa base. Et un pansement parce que ça va servir à cicatriser le liège, je vais vous montrer. Et enfin, la dernière chose, pour beaucoup d'arbres méditerranéens, pas tous, mais beaucoup, ce liège qui est assez épais chez le chêne vert, chez le chêne liège bien sûr, est une protection contre le feu parce que là, encore une fois, toutes les substances qui l'imprègnent font qu'il est ignifuge. Alors, je reviens sur la notion de pansement modulable. Regardez la file de cellules de liège que je vous ai présentée tout à l'heure, et vous voyez juste à la base de cette file, donc la périphérie du tronc est vers le haut, le bois est vers le bas, et vous avez cette petite cellule ici aplatie, qui est la cellule souche de cette lignée, et qui, en se divisant périodiquement, va produire des cellules filles qui vont grossir et se transformer en cellules de liège. Donc en fait, le liège est fabriqué en permanence pendant toute la vie de l'arbre, ce qui permet aussi, donc je vous ai expliqué le grossissement, afin de suivre le grossissement de la circonférence du tronc ou de la branche. Et puis aussi, ça va servir en cas de blessure. Alors ici, vous avez une image qui montre une branche qui a été sciée. On voit ici la surface de coupe de la branche. Et vous voyez que petit à petit se forme ce qu'on appelle un bourrelet cicatriciel qui est fait de liège. Alors il y a aussi un peu de bois, mais il est fait essentiellement de liège et ce bourrelet de liège, pardon, ce bourrelet cicatriciel va venir refermer le plan de coupe et ainsi boucher la blessure. En plus, dans le liège, comme il y a toutes ces substances phénoliques dont nous avons parlé, eh bien ce pansement est en plus aseptisé, c'est-à-dire qu'il va aussi combattre l'entrée, potentielle des pathogènes. Pansement modulable, alors vous voyez, ces images, hein, on a tous vu déjà, pendant nos promenades de ces arbres à valeur de j'ai mis à valeur de sabre, mais ici c'est à valeur de pancarte, avec le bourrelet cicatriciel qui vient recouvrir petit à petit l'obstacle. Vous avez cette photo extraordinaire de ce vélo qui a été plaqué contre un tronc et le tronc l'a avalé finalement en fabriquant ce liège qui est venu le recouvrir et vous avez aussi l'œuvre de ce sculpteur italien Giuseppe Pennone, entre autres. Cette œuvre-là, alors il en a fait plusieurs, hein, ça s'appelle La main. Donc lui, il a simplement, apposé une main de métal sur un tronc d'arbre et il attend. Il attend que le temps fasse son œuvre, c'est-à-dire vienne recouvrir ses doigts de ces bourrelets de liège. Et un arbre, de toute façon, avalera tout ce qui se trouve sur son chemin, il suffit de lui en laisser le temps.
Les souches sarcophages, dernier exemple de ce liège qui progresse, qui vient, cicatriser une plaie. Vous avez ici, en fait, dans une forêt, dans une plantation plus exactement, de sapins de Douglas et de sapins blancs, vous avez ici une souche, la souche d'un arbre qui a été coupé et qui, petit à petit, s'est refermée. Elle s'est tellement bien refermée qu'elle s'est complètement refermée grâce à ce bourrelet cicatriciel et elle forme maintenant ce qu'on appelle une souche sarcophage. Alors si vous vous demandez comment c'est possible alors que l'arbre a été coupé, puisque l'arbre coupé ne produit plus d'énergie étant donné qu'il n'a plus de feuilles, eh bien vraisemblablement parce que les racines de cette souche sont connectées aux racines des arbres voisins, elles sont connectées, elles sont greffées, grâce d'ailleurs au liège de ces racines. Il y a des substances qui peuvent circuler des arbres toujours sur pied et venir nourrir cette souche, apporter l'énergie nécessaire pour que les cellules souches du liège fabriquent ce liège et viennent refermer donc cette blessure. Alors cette protection, on a parlé du liège, mais côté, bourgeons, il se passe quoi? Eh bien, en hiver, vous savez que vous avez des bourgeons sur les branches. On pense souvent que les bourgeons apparaissent au printemps, mais pas du tout. Ils sont déjà présents pendant l'hiver. Ils sont même présents depuis déjà plusieurs semaines maintenant, hein, puisqu'ils sont fabriqués pendant l'été. Et quand on coupe un bourgeon, ici j'ai coupé un bourgeon de marronnier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, en coupe longitudinale ou en coupe transversale. Alors d'abord, c'est fort joli, mais vous voyez que dans un bourgeon, il y a une petite branche, c'est la future branche qui va se déployer au printemps. Et cette future branche porte ici les feuilles. Vous voyez les départs de feuilles ici, les pétioles, et vous avez les limbes des feuilles qui sont bien repliées ici. Vous les voyez ici en coupe transversale. Vous reconnaissez au passage une feuille de marronnier, qui est une feuille lobée. Et vous voyez que les feuilles de marronnier sont fabriquées par paires. Ici une paire, ici une plus jeune paire, et ici une plus vieille paire. Donc on a la future branche qui se déploiera au printemps, mais ce qui m'intéresse ici en termes de protection, c'est qu'on a des écailles qui sont rigides, qui sont enduites d'une substance collante, un enduit collant, la propolis, qui imperméabilise ces écailles. Et puis à l'intérieur, vous voyez que les feuilles sont noyées dans toute une masse de poils blancs qu'on appelle la bourre. Et la bourre, comme les poils, comme la fourrure d'un animal ou comme les plumes d'un oiseau, emprisonne de l'air dans ce bourgeon et donc a une vertu, des vertus isolantes, isolant thermique. Voilà, je rajouterai bien sûr la vie ralentie dans ce bourgeon dont je ne parlerai pas ici. Alors cette bourre blanche, bah, c'est elle qu'on voit lorsque le bourgeon s'ouvre au printemps. C'est pour ça qu'on appelle ce phénomène d'ouverture des bourgeons au printemps le débourrement, parce que la première chose qu'on voit lorsque le bourgeon s'ouvre, c'est justement ces poils blancs. Je reviens un tout petit peu sur la propolis. Qu'est-ce que c'est? La propolis, c'est une sécrétion des écailles des bourgeons, de pas mal de bourgeons, pas tous, mais il y en a beaucoup, hein, les marronniers, les saules, les aulnes, peupliers, chênes, ormes, etc. Et cet enduit recouvre les écailles extérieures et même se trouve aussi entre les écailles qui se superposent les unes aux autres, hein, comme les tuiles d'un toit. Cette sécrétion, elle est faite en fait, c'est une sorte de résine qui est riche en composés phénoliques, en gomme. Ces composés phénoliques dont on a déjà parlé avec la subérine et qui vont donc apporter, à ce bourgeon, le côté antiseptique, la protection antiseptique. Alors avant de vous montrer ça, juste, au passage, souvent on me dit: «Ah non, la propolis, mais je croyais que c'était fabriqué par les abeilles». En fait, les abeilles récoltent la propolis de ces bourgeons. Elles récoltent aussi la propolis qu'on trouve dans les écorces des conifères et elles la ramènent à la ruche et en fait, elles la transforment. Donc la propolis des abeilles n'est pas la propolis végétale, elle est, additionnée de cire et de la salive de l'abeille. Alors ici, il y a des gens en 2020 qui ont fait des études autour de cette propolis et qui ont montré sur ce bourgeon, donc ce petit schéma vous montre rapidement tous les bienfaits de cette propolis pour le bourgeon. Donc elle imperméabilise le bourgeon, donc elle va permettre ici, au niveau de l'humidité et au bourgeon de ne pas se déshydrater également. Elles vont le protéger contre la pluie, contre les UV, contre les herbivores et tous les pathogènes, contre le froid, contre le chaud, contre les courants d'air, etc. Donc finalement, ces bourgeons sont bien protégés par un toit d'écailles, aux tuiles bien rangées, les écailles, bien jointives, qui font à la fois son imperméable, son anorak,
ça c'est la bourre à l'intérieur, le boubou pour le protéger du soleil, la cuirasse pour le protéger des chocs et des grignoteurs de bourgeons, et c'est également une barrière chimique contre les pathogènes, etc. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de protection. Dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer comment, lorsque vous êtes les pieds fixés dans le sol, telle cette statue de Rodin ou tel l'arbre dans son pré, comment vous pouvez manger et boire. Alors, se nourrir sur place sans se déplacer, eh bien, l'arbre est donc forcé de se nourrir des ingrédients, des denrées qu'il peut trouver autour de lui. Et l'arbre est une plante verte d'abord, donc comme toutes les plantes vertes, il va se nourrir en fait en fabriquant lui-même sa nourriture. Sa nourriture cette matière organique dont il a besoin pour tirer son énergie et pour se construire également, eh bien, cette matière organique qui est là, elle est indiquée ici sous la forme d'une molécule de glucose. Elle est fabriquée à partir de 2 ingrédients de base qui sont des ingrédients minéraux, le dioxyde de carbone de l'air et l'eau du sol. Alors dans le sol pardon, il va aussi puiser en même temps que l'eau, des éléments minéraux du sol dont il a besoin dans ses enzymes, hein, dans ses structures. Et tout cela, ça coûte beaucoup d'énergie pour transformer ce carbone qui est contenu dans le dioxyde de carbone et l'eau en glucose. Et cette énergie, elle est tout autour de lui, c'est l'énergie solaire. Ce processus, c'est la photosynthèse. Photosynthèse pour fabriquer à la lumière, hein, synthèse, photo à la lumière, pour fabriquer ces sucres, ici représentés par la molécule de glucose. Il y a en plus, miracle, au cours de ce processus de photosynthèse, la production d'un déchet que l'arbre rejette ou utilise aussi lui-même, hein, parce qu'il respire également, c'est l'oxygène. Donc l'arbre au soleil produit de l'oxygène qui nous est, indispensable pour vivre dans le milieu aérien. En dessous du sol, là, l'eau qui est puisée avec les minéraux, eh bien, constitue ce qu'on appelle sa nutrition minérale. Donc on peut dire globalement qu'un arbre se nourrit d'air pur et d'eau fraîche. Alors d'air pur, pas tout à fait, parce que lui, ce qui l'intéresse dans l'air, c'est le dioxyde de carbone pour sa photosynthèse, mais il a aussi besoin d'ailleurs de l'oxygène pour respirer. Et en dessous, c'est l'eau fraîche qui va être nécessaire donc pour fabriquer cette matière organique. Et rendez-vous compte, il fabrique sa matière organique et puis il la modifie à partir de cette molécule de glucose. Il va faire toutes les molécules dont il a besoin, tous les sucres, la cellulose, l'amidon pour mettre en réserve. Il va faire aussi ses acides aminés, donc ses protéines. Il va faire ses lipides pour faire ses membranes, les membranes de ses cellules. Bref, il va modifier ensuite cette matière organique qu'il a fabriquée. Il fabrique en fait les briques de base et il modifie la matière organique dont il a besoin. Et nous, animal, nous ne sommes capables que de modifier la matière organique déjà fabriquée par des êtres comme cet arbre, en mangeant ses fruits par exemple, en mangeant les noix par exemple, ou en mangeant de l'herbe, en mangeant des plantes vertes. Donc voilà, les arbres font partie de ces êtres qui sont les seuls capables de fabriquer de la matière organique carbonée, puis de la transformer. Nous, on ne fait que la transformer. Donc, son problème, c'est pas t enfin, il sait faire la photosynthèse, mais son problème, ça va être de se procurer les ingrédients. Le dioxyde de carbone, il se le procure dans l'air. Le problème, c'est qu'il est très dilué dans l'air. Alors, on a beau tout faire depuis 100 ans pour, augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, nous en sommes à 400 parties pour million, c'est-à-dire 0,04, soit 400 milligrammes de CO2 dans 1 kilo d'air, ou à peu près 1 mètre cube d'air, bah, ça fait pas grand-chose. Et pour faire 1 kilo de bois, il va brasser 4,6 tonnes d'air et en 1 an, un chêne de 400 ans qui a fait l'objet d'études, en Angleterre, les chercheurs ont mesuré qu'en 1 an, il avait fabriqué 230 kilos de bois et pour cela, bah, il avait brassé plus de 1 000 tonnes d'air. Donc, en gros, l'arbre, c'est un grand brasseur d'air. Et l'eau? Eh bien, l'eau, c'est dans le sol qu'il va trouver cette eau, mais pour lui, c'est aussi un problème parce qu'elle peut être rare, surtout en période de sécheresse, et elle peut être aussi l'arbre peut pousser dans des sols drainants où l'eau a vite tendance à disparaître.
D'autre part, les éléments minéraux dans cette eau peuvent être très dilués. Donc c'est un grand problème cette eau et ses besoins sont très grands parce qu'il évapore énormément d'eau par ses feuilles. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'entrée aussi. L'évaporation, on a pu, en moyenne, hein, établir un arbre adulte va perdre entre 200 et 400 litres d'eau par jour. Ça veut dire qu'il doit en faire rentrer autant. Et l'énergie, troisième ingrédient indispensable, bien c'est le soleil qui lui apporte, on l'a vu. Ça, heureusement, ce soleil, cette énergie est sans limite disponible autour de l'arbre. Le problème, c'est qu'il faut quand même la capturer et donc avec les chlorophylles, mettre en place tout un système moléculaire très sophistiqué pour capturer l'énergie solaire et surtout la transformer en énergie utilisable. Et cette énergie utilisable, ça sera une énergie chimique pour pouvoir donc fabriquer ce glucose. Donc, il aura à mettre en place dans ses feuilles beaucoup comment dire? Un équipement sophistiqué et miniaturisé. Alors, quelle est la solution pour cet arbre pour se procurer ce dioxyde de carbone qui est si dilué, cette eau, ce soleil? Eh bien, il suffit entre guillemets «de multiplier les portes d'entrée». Alors au-dessus du sol, multiplier les portes d'entrée, ça veut dire mettre en place un grand nombre de feuilles. Ici, ce chêne, c'est celui-là, ce chêne anglais qui a été étudié par une équipe britannique, ici photographié avec un scanner, si vous voulez, ça s'appelle un lidar. Et ce scanner est si précis qu'on peut compter le nombre de feuilles. Alors, on peut tout compter d'ailleurs. Ces chercheurs ont mesuré sur ce chêne qui vit dans la forêt de Witham, qu'il avait 400 ans, qu'il mesurait 20 mètres de haut, qu'il avait environ 25 à 30 mètres d'envergure et qu'il portait environ 700 000 feuilles. 700 000 feuilles en été, c'est-à-dire environ 700 mètres carrés de surface foliaire. 700 000 feuilles, c'est comme si je les mettais toutes par terre, comme en faisant un tapis, et j'obtiens une surface de 700 mètres carrés, soit à peu près 3 cours de tennis, puisque pour 700 mètres carrés, c'est difficile de se rendre compte. Alors, soit c'est un très grand appartement, soit c'est 3 cours de tennis à peu près mis côte à côte. Et en dessous du sol, ben, c'est pareil. Alors, c'est très difficile en dessous du sol de se rendre compte de la masse de racines parce qu'évidemment, on ne peut pas déraciner l'arbre sous peine de le tuer. Alors, il y a quand même toujours ces chercheurs anglais qui se sont amusés à déterrer, excaver des arbres, ici un chêne d'une quinzaine d'années, et pour reconstituer son système racinaire, ils ont enlevé toute la terre avec précaution pour vraiment visualiser le système racinaire. Donc c'est un arbre très jeune ça, hein. En tout cas, ce dont ils se sont, aperçus, ce qu'ils ont découvert, c'est que les racines, c'est tout un système très ramifié, avec des très grosses racines et des niveaux hiérarchiques dans les racines. Les très grosses racines, au passage, elles sont aussi protégées par du liège d'ailleurs. Et en fait, ce qui nous intéresse là pour l'eau, l'absorption de l'eau et des éléments minéraux, c'est ce qui se passe à la pointe des racines, c'est-à-dire tout au bout du réseau. Et les pointes racinaires, elles sont extrêmement nombreuses dans le sol. On a mesuré, on a pu calculer, hein, que les pointes, racinaires sont extrêmement fines, c'est-à-dire représentent très peu de biomasse, à peine 5 de la masse totale du système racinaire, concerne les pointes racinaires, 5 seulement. Mais par contre, elles sont tellement nombreuses qu'elles représentent 90 de la longueur cumulée de toutes les racines. Donc ça veut dire si on prenait tout ce système racinaire et on colle les racines bout à bout, on obtient des kilomètres et des kilomètres, bien sûr, et les pointes racinaires représentent 90 de cette longueur. C'est vous dire combien elles sont nombreuses au bout du réseau. Et puis c'est pas tout, c'est pas le tout de multiplier le nombre de portes, il faut aussi optimiser ces portes d'entrée. Et par exemple ici, pour la feuille, quand on regarde l'intérieur d'une feuille, ici c'est une feuille de hêtre, d'abord, avant, cette feuille ici d'érable, on sait tous qu'une feuille c'est extrêmement fin, extrêmement, très peu épais. Quand on regarde l'épaisseur ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vois une peau, au-dessus et en dessous. Cette peau, c'est un épiderme. Au passage, d'ailleurs, l'épiderme est aussi protégé par une couche, un enduit qu'on appelle la cuticule. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'intérieur. Et vous avez, alors ici, il y a une petite nervure, ça veut dire que c'est un organe qui est alimenté en eau et qui va pouvoir exporter ses produits sucrés, bien sûr. Et vous avez 2 parenchymes, l'un qui est plutôt vers la face éclairée par le soleil, qu'on appelle le parenchyme palissadique, parce que les cellules qui le constituent sont comme des planches de palissade,
très étroites et très accolées les unes aux autres. Et en dessous, vous avez des cellules plus rondes et qui ménagent entre elles de grands trous qu'on appelle des lacunes, qui sont pleines d'air. Et ça, c'est le parenchyme lacuneux. Donc il y a un parenchyme différent sur la face supérieure de la feuille vers le soleil et un parenchyme sur la face inférieure tourné vers le sol. Alors là aussi, ce sont des travaux qui ont été réalisés par des physiciens qui ont, en utilisant, vous voyez, des sondes qu'ils enfoncent dans cette feuille, des sondes capables de mesurer les flux de lumière dans la feuille, ils ont montré, ces chercheurs, que la disposition des cellules du parenchyme palissadique en haut ou celle des cellules du parenchyme lacuneux en bas est parfaitement adaptée pour optimiser la capture des photons. Alors je vous explique. Vous avez les rayons du soleil qui arrivent ici sur l'épiderme, la peau du supérieur de la feuille, c'est-à-dire vers le haut, vers le soleil. Il y a une partie de ces rayons lumineux qui est réfléchie, puis il y a une partie qui passe à travers les cellules de l'épiderme qui sont transparentes. Au passage, d'ailleurs, ça fait effet loupe, ces cellules d'épiderme. Donc ça concentre déjà les rayons lumineux dans le parenchyme qui est en dessous. Ce parenchyme qui est en dessous, je vous rappelle, c'est le parenchyme palissadique. Et les cellules là sont bien serrées et toutes fines. Alors soit le photon est directement rencontre directement sur sa route un chloroplaste, c'est-à-dire un petit grain vert dans lequel il y a plein de chlorophylle, et il est absorbé, et la photosynthèse a lieu. Soit ici, vous voyez, ce photon ici n'a pas rencontré de chloroplaste parce qu'il n'y en a pas partout, hein, et la chlorophylle est concentrée dans ces grains, et ce photon, il ressort de la cellule et il va être pris en charge par les parois cellulaires des deux cellules accolées. Ça se comporte comme des fibres optiques et le photon est immédiatement conduit vers le bas de la feuille. Et là, dans le bas de la feuille, les lacunes sont tapissées d'un film d'eau et la lumière qui arrive là est diffractée. Et cette diffraction, en fait, elle est diffusée, elle est diffractée et réfléchie. Et cette diffusion fait que la course du photon change d'orientation. Et en changeant d'orientation, il peut toucher à ce moment-là un chloroplaste. En gros, si vous voulez, les photons qui rentrent dans les feuilles se comportent comme des boules de flipper. Et elles ont de grandes chances, ces photons, ces boules, ont de grandes chances de rencontrer un chloroplaste et d'être absorbées. Donc en gros, ça veut dire que la forme de la feuille, l'anatomie de cette feuille est parfaitement adaptée à l'optimisation de la capture de la lumière. Je vais passer un petit peu plus vite parce que je crois qu'il faut que j'avance un peu plus vite. Je vais vous montrer maintenant aussi que en dessous, dans le sol, les portes d'entrée de l'eau et des éléments minéraux sont parfaitement optimisées. Et je commence par des images de champignons. Les champignons, eh bien, en forêt ou même dans un pré, souvent ça pousse au pied des arbres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sol, le vrai corps du champignon, ce sont des filaments. Et ces filaments viennent emballer les petites racines, les pointes racinaires dont je vous ai parlé. Voilà ici ces filaments qui vont donner à ces racines une allure un petit peu en massue. Et vous voyez qu'il y a plein de filaments qui l'emballent. Ça fait comme des chaussettes qui emballent ces racines. Ça s'appelle, pardon, une mycorhize. Et comme les filaments restent à l'extérieur de la racine, on appelle ça une ectomycorhize. Ecto, ça veut dire au-dessus. Et puis, il y a des filaments qui s'échappent de la chaussette, comme si vous imaginez une chaussette avec des fils qui s'en vont dans le sol. Et ce sont ces filaments-là qui vont prospecter le sol pour l'arbre. Et tout ce que ces filaments vont absorber va être ramené à la mycorhize et l'arbre alimenté. Ici, on voit une coupe transversale de cette ectomycorhize. On voit en noir, ce sont les cellules de la racine et tout autour de la racine, vous voyez la chaussette. Là, en vert, ce sont les filaments de champignons et vous voyez également du vert entre les cellules racinaires. Ce vert, ce sont des filaments intercellulaires qui circulent entre les cellules de la racine et ça s'appelle le réseau de Hartig. D'accord? Et puis vous devinez quelques filaments libres. Si je grossis au niveau de ce réseau, voilà ce que je vois. Je vois les cellules végétales en noir, avec ici un noyau par exemple, avec des chromosomes. Et puis vous voyez entre les cellules, donc les traits rouges, ce sont les parois, et enfin que j'ai un peu schématisé, et tout ce vert, ce sont les filaments de champignons qui se sont glissés entre les cellules. Et là, c'est vraiment là qu'est la surface d'échange entre les champignons et l'arbre.
Les champignons ont puisé par les filaments libres dans le sol, l'eau et des substances minérales et autres substances d'ailleurs, et les offrent à la cellule végétale au niveau de cette surface d'échange. Et à l'inverse, la cellule végétale va alimenter en sucre, qui sont fabriqués par la photosynthèse des feuilles et qui arrivent jusqu'aux racines par le libère. Et donc ces sucres sont donnés aux champignons. Le champignon, c'est un être comme nous qui est incapable de fabriquer sa matière organique carbonée, qui ne fait que transformer la matière organique carbonée que lui donne l'arbre. Voilà, donc le bilan, hein, c'est que le champignon fournit en sucre, pardon, l'arbre fournit en sucre le champignon et à l'inverse, le champignon fournit en eau et en éléments minéraux et de petites substances organiques l'arbre. Ces échanges de substances font que l'association entre le champignon et l'arbre est une symbiose, une association à bénéfice réciproque. Alors, juste pour là, puisqu'on s'est glissé dans sa peau, qu'est-ce qui se passe? Que lui apporte ce champignon? On a dit, hein, l'eau, les minéraux, mais aussi, vous voyez ici cette jeune pousse de pin, là en rouge, c'est le cercle, disons le volume occupé par l'appareil racinaire de ce jeune arbre et vous voyez qu'avec les ifs, pardon, les filaments libres du champignon, on voit bien que le volume de sol exploré est bien plus grand. On a estimé que pour 1 mètre de racines en forêt, on a 1 kilomètre de filaments mycéliens. Donc, on a énormément de filaments associés à chaque petite racine. En plus, ce champignon, il ne fait pas qu'absorber, hein, l'eau et les minéraux, il est capable aussi de découper les éléments minéraux du sol pour pouvoir les absorber plus facilement et les donner à l'arbre. Et donc, il va mobiliser des ressources qui sont normalement inaccessibles à l'arbre, en particulier du phosphate. Et donc, globalement, ce champignon lui apporte une meilleure nutrition minérale et un arbre sans mycorhize, sans champignon, ça n'existe pas. Donc, c'est vous dire l'importance de cette association. Alors ça, je vais peut-être le passer ou alors je le dis rapidement. Optimiser les portes d'entrée, c'est aussi optimiser la physique parce que comment ça rentre dans un arbre, toutes ces substances gazeuses ou ces substances, dissoutes dans l'eau, ça rentre grâce à un processus, passif qu'on appelle la diffusion. La diffusion en physique, c'est comment une substance passe d'un compartiment A à un compartiment B à travers une membrane semi-perméable. Alors, en fait, globalement, on va retenir qu'une substance passe d'un compartiment A à un compartiment B parce qu'elle va de l'endroit où elle est le plus concentrée vers l'endroit où elle est le moins concentrée. C'est ça la diffusion, jusqu'à l'équilibre ici de la quantité des substances de part et d'autre. Et il y a une loi qui régit ça. Alors là, c'est pas pour vous faire peur, mais cette loi, voilà, elle s'écrit avec une équation et on va juste la regarder. Elle dit, cette loi, que le flux de matière qui rentre à travers une surface d'échange, c'est D, le flux, est d'autant plus important, donc ça marche d'autant mieux, que la surface est grande. Effectivement, vous voyez le S ici au comment dire? Au numérateur de ma fraction. Donc plus S est grand, et bien plus le flux est grand. Ça marche d'autant mieux que l'épaisseur de cette surface est fine et faible et donc le L est ici en dénominateur. Donc plus ce L est faible, plus le flux va être grand et enfin, ça marche d'autant mieux que le gradient de concentration, c'est-à-dire, plus il y a de substances d'un côté que de l'autre, plus ce gradient est élevé et fort et plus le flux est important. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que les surfaces d'échange que sont la feuille et la mycorhize sont parfaitement dans cette loi de Fick. La feuille, donc la surface, plus la surface est grande, plus le flux est grand. Effectivement, l'arbre multiplie ses surfaces foliaires, a une surface foliaire absolument gigantesque. Et plus il grandit, plus il a besoin d'agrandir sa surface foliaire. Et puis côté mycorhize, c'est la taille du réseau de Hartig à l'intérieur même des mycorhizes, hein, qui est énorme, parce que les filaments s'insinuent entre toutes les cellules de la racine. L'épaisseur, eh bien, on a vu que l'épaisseur des limbes était faible, l'épaisseur des feuilles est faible, et on voit également que dans le réseau de Hartig, je vous ai montré cette surface d'échange, l'échange des substances se passe à travers des parois extrêmement fines. Et enfin, les gradients de concentration, eh bien, au niveau de l'air, le dioxyde de carbone de l'air ambiant est toujours en plus grande quantité que le dioxyde de carbone qui se trouve dans les espaces foliaires à l'intérieur de la feuille. Pourquoi? Parce que dès que le CO2 rentre dans la feuille, il rentre, il diffuse dans les cellules et il est
incorporés par la photosynthèse. Donc il y en a toujours plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça rentre toujours. C'est pareil pour les mycorhizes avec les différents éléments minéraux. Voilà, donc j'ai optimisé les surfaces, hein, pour bien manger, pour pouvoir manger et boire sans aller faire mes courses ni, chercher le robinet. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, et ensuite j'en aurai terminé, c'est tout cela, cette photosynthèse que je viens de vous décrire, cette nutrition minérale fait que l'arbre grandit sans cesse et augmente sans cesse ses surfaces. Grandir de toujours, chaque année, et devenir de plus en plus lourd pour agrandir sa surface d'échange. Alors effectivement, chaque année, l'arbre va allonger ses branches. Vous avez ici une petite branche en hiver avec ses bourgeons. Vous voyez que cette branche, elle est pourvue d'un bourgeon terminal au bout. Vous observerez les branches après la conférence demain. Vous irez voir les bourgeons terminaux. Et que va donner ce bourgeon terminal au printemps prochain? Là, ici, c'est une branche qui est dessinée en hiver, à côté dessinée au printemps. Vous voyez que ce bourgeon terminal, pardon, va s'allonger et la mini branche qu'on a vue tout à l'heure dans le bourgeon va devenir une branche déployée et une branche qui porte évidemment les feuilles de l'année. Et puis il y a aussi d'autres bourgeons sur la branche plus bas. Ce sont les bourgeons dits axillaires qui sont sur l'axe. Et au printemps, ces bourgeons axillaires, ils vont se développer aussi et ils vont former ces petites branches secondaires. Donc les bourgeons, ça sert à allonger les branches et à les ramifier. Et on voit ici sur ce petit modèle, chaque année, ce que fait l'arbre. Ici, on a un bourgeon terminal qui s'allonge, une année numéro 1, puis c'est l'hiver et l'arrêt de fonctionnement. Et au printemps suivant, vous voyez le bourgeon terminal qui allonge la branche et les bourgeons axillaires qui la ramifient. Et l'année suivante, année 3, le bourgeon terminal allonge la branche principale, mais allonge aussi les branches secondaires et les ramifie. Et la dernière année, année 3 en rouge, allongement de toutes les branches par les bourgeons terminaux et les ramifications par les bourgeons axillaires. Et vous voyez ici, en 4 ans, j'ai commencé à construire un arbre. Vous imaginez cela sur 400 ans et vous aurez l'image de cet arbre que nous avions vu tout à l'heure scanné au lidar. Donc ce développement ne s'arrête jamais, c'est un développement qu'on dit additif. Et c'est vrai aussi pour la croissance en épaisseur. Là, je vous ai montré la croissance en longueur. Regardons la croissance en épaisseur rapidement. Voici ici une tranche de branche. Je vous rappelle l'écorce à l'extérieur. Et vous avez ici le cambium, qui est la couche de cellules juvéniles qui permet la mise en place de ce bois en dessous de lui. Et au passage, la mise en place du libère de l'autre côté. Et ce cambium, il fonctionne au rythme des saisons. C'est-à-dire que chaque année, il va mettre en place un nouveau cerne de bois qui vient s'ajouter au cerne déjà existant. Un cerne par an qui va donc augmenter la circonférence du tronc. Et mon sculpteur de tout à l'heure, Giuseppe Pennone, eh bien, regardez ce qu'il fait. Lui aussi, il remonte le temps. Donc, c'est vraiment un sculpteur scientifique, cet homme. Voilà Giuseppe à l'œuvre dans son atelier. Il est en train de creuser le tronc d'un cèdre de Versailles qui était tombé lors de la tempête de 99. On lui a offert ce tronc et dans son atelier, il a fait une fenêtre et il a retiré petit à petit les cernes pour aller mettre en évidence le tronc, le jeune tronc, en fait le jeune arbre qui est toujours au cœur du vieil arbre, puisque ce jeune arbre s'est trouvé petit à petit emballé par les cernes année après année. Et voilà son œuvre finale, hein, qu'il a appelée l'arbre de vie. Vous voyez dans ce tronc, ce vieux tronc, le jeune arbre, l'adolescent qui était cet arbre, qui est toujours au cœur du tronc, hein. Donc le côté, je deviens de plus en plus grand et de plus en plus lourd, mais je garde en moi, arbre, la mémoire de ce que j'étais. C'est tellement la mémoire que c'est physique. Il est là, l'arbre, avec ses branches d'ailleurs, hein. Il a pu remettre en évidence l'arbre du début. Donc là encore, un développement additif. Alors cette croissance en longueur et en épaisseur que je viens de vous décrire, elle permet à cet arbre de devenir de plus en plus grand, de plus en plus étalé, d'avoir un houppier de plus en plus large, mais il est aussi de plus en plus lourd et il porte une surface d'échange de plus en plus vaste, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Ce qui fait dire que cet arbre est un être absolument extériorisé vers le milieu. Francis Allais le disait déjà, avait expliqué dans son livre «L'éloge de la plante», que je vous encourage à lire, qu'en gros, la plante, c'est finalement un être dont toutes les surfaces d'échange sont extérieures, alors qu'à l'inverse, un animal
ici c'est un lapin, mais ça pourrait ou un lapin ou je ne sais quoi, ça pourrait être un homme, toutes nos surfaces d'échange à nous sont intériorisées. Les surfaces d'échange extériorisées de l'arbre, bah, c'est la réponse à la vie fixée, hein, à la contrainte de ne pas pouvoir se déplacer. Comme on ne peut pas se déplacer, on peut être de plus en plus grand, de plus en plus vaste et donc avoir des surfaces d'échange extérieures. Alors que nous, animal, comme nous avons la locomotion, on ne pourrait pas porter les 15 tonnes de bois de l'arbre de 400 ans, hein. Et donc, nous avons nos surfaces d'échange intériorisées. Nous emportons avec nous nos surfaces d'échange pour pouvoir nous déplacer. Voilà, de la même façon, Jacques Tassin, «À quoi pensent les plantes?», je vous encourage aussi à lire ce livre qui est passionnant. Il décrit la plante comme étant un être ouvert, alors que l'animal est un être clos. Voilà, donc une vie d'arbre, eh bien, c'est, je répète, se procurer sa nourriture diluée dans le milieu, grandir toujours plus chaque année pour accroître ses surfaces d'échange, et devenant de plus en plus grand et de plus en plus lourd, le problème, ça va être de tenir debout et même de se maintenir debout dans le vent et faire face aux tempêtes. D'autre part, on a dit au début qu'on était tout seul. C'est faux. Un arbre ne vit jamais seul. Il doit vivre avec les autres espèces qui l'entourent. Avec certaines, il s'allie. On a vu les champignons des mycorhizes. Avec d'autres, il va falloir qu'ils se défendent. Et de toute façon, il va falloir qu'ils communiquent pour percevoir les autres êtres. Le champignon mycorhizien pour l'attirer, pour le reconnaître, pour s'allier avec lui. Donc là, il y aura des échanges, des dialogues. Ce qui est en italique, en fait, c'est ce que je vous ai pas montré dans cette conférence, hein. La vie fixée, c'est aussi, le problème de la reproduction, de la rencontre et puis de lancer la descendance dans le monde, hein. On sait que les arbres colonisent le monde. On sait que, petit à petit, les forêts peuvent gagner et donc comment fait-il pour propulser ces petits dans le monde? Si je vous ai parlé de protection face aux intempéries, il y a aussi tout ce qui est, vivre au cours des saisons et donc adapter son rythme de vie aux saisons. Tout cela nécessite pour cet arbre d'analyser son environnement en permanence. Je dis souvent qu'un arbre, c'est un laboratoire d'analyse médicale, mais vous enlevez le médical, c'est un laboratoire d'analyse qui fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et presque 365 jours par an, presque. Et faire face aux agressions, aux agresseurs, se défendre, cicatriser, repousser, et cetera. Voilà ce que c'est se glisser dans la peau d'un arbre et si vous voulez en savoir plus, je me permets de vous indiquer donc ce qu'a dit monsieur Debré en introduction, mais qu'effectivement ce livre «Dans la peau d'un arbre» est paru fin mars aux éditions Belin. C'est un livre vraiment qui va vous donner toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les arbres, des réponses scientifiques, documentées, référencées et cetera.